Françaises et Français, mes chers compatriotes, qui sème l'illusion, récolte la souffrance. Oui. Ivre de ma puissance nouvellement acquise, je vous ai roulé dans la farine. J'ai franchi une ligne rouge. Je ne suis pas qui je suis. J'ai honte. Pardon, je vous demande pardon. Je ne recommencerai plus. Je m'en vais. Adieu. Ne croyez pas ce que vous voulez voir. Écoutez des avis divergents, c'est important. Peut-être que dans 5 ans, on me reprochera de ne pas avoir augmenté les efforts dans la recherche médicale parce qu'il y aura un virus qu'on n'a pas vu venir. Tu vois ? Tu peux prendre le pari là-dessus ? Peut-être que dans 5 ans, quelqu'un viendra me dire « Mais vous avez pas vu que les Russes, ils allaient envahir la Pologne ?» Les Russes veulent envahir quoi ? Non mais, je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi, mais... Tu vois, tu peux faire le pari que dans les 10 ans qui viennent, on n'aura pas un risque sur notre sécurité. Je parle d'un risque sérieux, on a déjà des risques sur notre sécurité, accessoirement. Coucou, on connaît déjà. Alors je suis un peu ému en vous disant cela, mais soyez bons. Et comme on dit chez moi, bon vent. Et je leur ai dit, si vous ne pouvez pas mettre en place cette exclusion de l'espace aérien, si vous ne pouvez pas assurer cette clôture du ciel, dites-nous quand vous pourrez le faire, combien de temps il faut attendre, combien d'Ukrainiens seront explosés, combien de bras, de jambes ou de têtes devront être arrachés. Cette série est un carton en Ukraine. L'acteur principal, c'est lui, Volodymyr Zelensky. Son rôle, un professeur d'histoire devenu subitement président de l'Ukraine. De la fiction à la réalité, il n'y a qu'une campagne électorale car le comédien est arrivé hier soir en tête du premier tour de l'élection présidentielle. Porté par le succès de sa série, Volodymyr Zelensky perce dans les sondages sans être candidat et finit par se prendre au jeu. Il est vraiment passé du statut de Coluche à Churchill, quoi. C'est vraiment, c'était ce comédien rigolo qui aujourd'hui donne une leçon quand même à la planète entière et même aux dirigeants les plus prestigieux de l'Occident. Ceci est une nouvelle tête. Je n'ai jamais fait de politique. Je ne suis pas fou, je suis raisonnable, enfin, pour l'instant. Si un joueur refuse de jouer, il sera éliminé. Les médias peuvent contrôler totalement le récit et mettre dans la tête des gens le récit que 500 000 morts en Irak, rayer des villes de la carte, ça passe. D'après l'université de Brown, il y a eu au minimum, vraiment fourchette basse scientifique, 250 000 morts directs en Irak, direct, c'est-à-dire des gens qui sont morts dans l'invasion, et 250 000 morts supplémentaires par les déplacements, par les famines, par le manque d'accès aux médicaments, etc., par les attentats et tout ce que vous voulez. Donc au minimum en Irak, vous avez eu 1,5 million de morts à cause de l'intervention américaine. Et c'est passé comme une lettre à la poste dans les médias. C'est ça qui est complètement dingue, c'est que vous voyez bien le réel contre le récit, c'est-à-dire que les médias peuvent contrôler totalement le récit et mettre dans la tête des gens le récit que 500 000 morts en Irak, rayer des villes de la carte, ça passe. Allez, regardez la guerre, je vous en avais parlé, merci à Sylvano pour cette image. Voilà, oulala, cela bombarde de partout, tout est détruit, dit-elle, pendant qu'une femme derrière elle rentre paisiblement de ses courses avec ses courses tranquilles, mes mères, j'espère qu'elle n'a pas oublié les pommes de terre, mais ça c'est les médias, ok ? On va voir, les médias, regardez comment ça fonctionne, regardez une vidéo de comment fabriquer des fake news. Oh mon Dieu, il a mal. Non, c'est du faux sang. Allez, c'est parti. Hop, on va tourner les amis. Aux connaisseurs qui savent tout sur tout, qui sont allés partout sans être allés nulle part, à ceux qui tentent de survivre sur le jonc dictatorial du ghetto de la Macronie, parce qu'ils n'ont pas pu manger au restaurant, j'offre ces premières images. Oui. 25 février 2022, nous dit-on, une jeune fille auprès du corps de sa mère ou de sa grand-mère qui pleure. Oh, belle image. Eh bien, cette image, vous pouvez la retrouver le 4 novembre.
2010, et ce n'était pas évidemment en Ukraine. Donc voilà, cette image date bien du 4/11/2010. Donc ne croyez pas tout ce que la télé vous raconte. Elle peut dire des mensonges et on va continuer à voir les mensonges de la télé. Je vais agrandir un peu l'image pour que vous puissiez voir. Ici, le 25/2/2022, on nous montre des images et c'est Adam Kissinger, de la famille Kissinger, ces fils de pute de l'état profond, ok, qui nous montre une photo de deux gamins avec un char, avec le drapeau ukrainien, et deux gosses qui voient passer le char avec un fusil dans le dos et elle avec un nounours. Ok, sauf que celle-ci date du 23/3/2016 et ils nous la resservent. Vous voyez comment les médias se foutent de la gueule du monde. On continue. 22 février 2022, des mamans mettent des étiquettes sur les habits de leurs enfants avec leur groupe sanguin. Les premiers effets du discours de Poutine sur la population ukrainienne, la peur s'intensifie vraiment? Vraiment? Est-ce qu'elle s'intensifie la peur? Voilà, il s'agit pourtant d'une photo de 2015, non pas de Kiev, mais du Donbass qui a été depuis 8 ans, qui est bombardé tous les jours. Effectivement, on voit cette photo qui est présentée sous le 22 février 2022. En réalité, elle date de 2015 et c'était au Donbass. Tout à fait l'inverse. Vous voyez ce qui se passe? Des mensonges. C'est Huffington Post. C'est hallucinant. On continue. Ici, le Daily Mirror, le journal anglais par excellence, qui nous dit que voilà, le sang coule, que Poutine a du sang sur les mains. Regardez bien l'image de cette dame. Regardez bien, on va la retrouver partout. Les mainstreams du monde entier sur la guerre actuelle en Ukraine, même image utilisée de cette femme. Et en fait, c'est un immeuble qui avait explosé par le gaz. Oui, le bâtiment soi-disant bombardé par Poutine avait déjà explosé en 2018 au même endroit. Et avec la même dame ici à droite, qu'on peut retrouver ici à droite, et l'immeuble, on a repris exactement la même photo. Mensonge ou pas mensonge? On continue. La photographie date de 2018, rescapée d'une explosion de gaz d'un immeuble. Exactement la même chose. 2018, c'est noté là. Je sais pas si vous le voyez, mais c'est noté là. Yara 2018. On reprend les mêmes photos. Propagande, mensonge. On continue. Ici, la photo numéro 1, ici à gauche, c'est au Bengale, en Inde. La photo numéro 2, on nous dit que c'est en Ukraine hier. C'est exactement la même photo avec un zoom ou un plan plus large. C'est tout. Mensonge. Propagande. Ici, vous allez le voir. En haut, on nous présente un bombardement russe contre l'Ukraine, le 24/2/2022. Et ici, l'explosion en Chine, à Tianjin, le 12/08/2015. Regarde comment les Allemands mentent. Ein Wahnsinniger, mit dem wir jetzt umgehen müssen. Wir haben gerade, während Sie gesprochen haben, auch Bilder von einem Einschlag in einem Kraftwerk in Luhansk gesehen. Da sind Feuerbälle zu sehen, dramatische Bilder dort. Überall auf dem ganzen Land sehen wir Explosionen. Es ist und hören das hier auch. Sie sehen es und hören es auch. Auch Sie wollen Bilder, Herr Frey. Ah, regardez, débarquement. Von russischen Fallschirmspringern in der Nähe. On vous montre exactement les mêmes images qu'en 2014. Un débarquement par les airs, ce qui n'est pas arrivé du tout. Das ist wirklich absolut. Qu'on a montré dans les médias sur MSNBC, on a montré ces images-là, d'accord, en disant que c'était en Ukraine, alors que ces images datent du 8 novembre 2012, on les retrouve ici, d'accord? C'est juste hallucinant, regardez, c'est exactement la même image, exactement. Sauf qu'elle a été prise de plus loin, c'est tout, c'est exactement la même chose. Et on nous présente ça comme étant récent. 2012, les amis, ok? Allez, on continue. On continue, et ce pauvre monsieur, alors qui est mort 2 fois, visiblement. Alors il serait mort d'abord, dans un premier temps, en Afghanistan, d'accord? Et ça, c'était en 2021, le 16 août 2021. Et là, d'après CNN, encore CNN, qui nous dit que ce n'est plus en Afghanistan, mais non, il est mort en Ukraine, et c'est récemment, voilà, c'est un Américain qui serait mort en Ukraine et en Afghanistan, donc apparemment il se serait loupé en Ukraine, il est revenu à la vie. En fait, voilà. Je prends le coup. Allez, continue. Voici les guerriers tchétchènes, les militaires ukrainiens, ukrainiens, voilà, des civils qui ont pris les armes. On voit que les armes sont parfaites.
moi j'irai pas à la guerre avec ça parce que c'est du bois. Regardez, ici, des armes en bois des Ukrainiens qui nous font croire qu'il y a une guerre. Regardez d'autres, ici, toujours en bois, très bon bois. Certainement, c'est peut-être du boulot, c'est peut-être très bon bois. Hein, c'est pas du balsas, hein, c'est du bon bois. Donc voilà, l'armée ukrainienne, comment on fait de la propagande. Oh, lui, alors là, lui, c'est carrément en carton. C'est une arme en carton, donc voilà. 3 bombes sont tombées sur Kiev. Elles sont tombées au centre-ville. Vous avez vu ce qui s'est passé à Kharkiv aujourd'hui, hier, avant-hier et dans d'autres villes de notre pays. Mariupol a été bombardée. Jamais on n'a vu autant de mensonges dans la presse. C'est limpide, c'est clair. La télévision et les journaux sont achetés par l'État profond. Évidemment, la télévision française a également relayé ces images. Nos conclusions sont simples. Si vous souhaitez réellement vous informer, ce n'est pas la télévision qu'il faut regarder. Tous les menteurs de la presse devront un jour répondre de leurs actes mensongers. Les journalistes ont un devoir d'informer et pas de tromper les citoyens. Fox News, vous avez parlé au président Biden cette semaine. Comment décririez-vous vos conversations avec le dirigeant américain? Est-ce que vous pensez qu'on a attendu trop longtemps pour donner notre soutien à l'Ukraine pour qu'elle repousse cette offensive? Excusez-moi. Désolé, on a peu dormi. J'ai parlé au président Biden hier ou avant-hier, je ne me souviens plus, et nous avons un bon contact. Je peux vous dire que c'est la vérité et c'est dommage que ça ait démarré uniquement après le début de cette guerre, mais maintenant c'est en place et je l'apprécie beaucoup. J'ai beaucoup d'estime pour lui, donc nous pouvons discuter maintenant et on parle souvent. Le gouvernement français, tout comme l'Union européenne et l'OTAN, va donc continuer à discréditer au maximum les agissements de Vladimir Poutine. Son but est de bien faire comprendre à tout le monde que Poutine est un méchant garçon qui veut tuer tout le monde en Ukraine. Beaucoup de grandes sociétés vont lui emboîter le pas. Par exemple, les producteurs de cinéma, Disney, Sony, Warner, qui suspendent la sortie de leurs films en Russie. Apple suspend également les ventes de tous ses produits en Russie. Joe Biden aux États-Unis décide également de geler tous les actifs russes. Mais ça, ce n'est pas vraiment une surprise. On se doute bien que Donald Trump n'aurait pas fait la même démarche. Pour que la mesquinerie soit complète, même le musée Grévin à Paris a retiré la statue de cire de Poutine qui était devenue la cible de quelques indélicats. Mais ce dénigrement généralisé est télécommandé par le gouvernement et l'État profond, qui n'est pas pire que ce que l'on peut voir. Regardons du côté de la presse. Jamais la télévision, les journaux ne se sont positionnés de façon aussi radicale contre un président pour arriver à leur fin. Et ils vont jusqu'à montrer des documents ou les photos qui n'ont... À quoi bon nous rencontrer avec M. Zelensky si l'Ukraine, sous l'autorité de Zelensky, sont contrôlées de l'extérieur? Les aspects clés de la vie en Ukraine sont décidés à Washington, à Berlin, à Paris. Mais bien sûr, je ne renonce pas à ces rencontres-là, mais je veux comprendre de quoi on va parler. Vous êtes prêt à le rencontrer? Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je ne connais pas cette personne. J'espère faire sa connaissance un jour. Apparemment, il est un bon spécialiste, surtout dans le domaine dans lequel il a travaillé jusqu'à ces derniers temps. Il est un très bon artiste, mais au sérieux, je parlais au sérieux, mais vous rigolez tous, vous sauriez tous, mais c'est une chose de jouer quelqu'un et c'est l'autre chose d'être quelqu'un. Pour jouer, il faut avoir du talent, c'est sûr. Et l'un de ces talents, c'est le talent de transformation.
Cela veut dire que tu peux changer de ton rôle toutes les 10 minutes, prince ou le pauvre. Et dans les deux rôles, il faut être convaincant. C'est vraiment, il faut avoir du talent. Mais pour régler et s'occuper des affaires de l'État, il faut avoir d'autres capacités. Il faut avoir une certaine expérience, des connaissances, il faut savoir des problèmes clés, fondamentaux. Yesterday, reporters asked me if I thought President Putin was smart. I said, of course he's smart, to which I was greeted with, oh, that's such a terrible thing to say. Ce que nous voyons, ce sont des messages contradictoires lors des élections, lors de la campagne des élections. Ça a été une chose, après c'est une autre chose. On va voir ce que la vie va nous apporter. Je ne veux pas dire qu'il a déjà tout pourri sans rien faire, mais juste en lançant ces messages. On va voir ce qui va se passer. Et ils sont venus ici, ils se sont heurtés à notre résistance parce que nous défendons nos maisons et notre sol. Mais nous ne voulons pas les tuer. Mais pourquoi nous devons maintenant nous retrouver dans la situation où nous sommes obligés de prendre des prisonniers, nous sauvons ces prisonniers, nous avons des médecins qui les soignent parce qu'avant tout, ce sont des médecins et des humains. Avec des néo-nazis qui torturent les prisonniers, et les mutilent et les tuent. Je suis un Russe. Et évidemment, dans ma parenté, j'ai beaucoup de personnes. Donc il soigne, il sauve, il restaure la vie de ces gens. Et ça, c'est la différence par rapport à ceux qui les envoient comme la chair à canon. Une marionnette a été achetée par cette plutocratie. Cette personne a déjà joué le rôle d'un président pour la télévision. On lui a demandé de jouer le rôle de président pour l'Ukraine. Vous avez bien sûr reconnu Volodymyr Zelensky. L'actualité du moment révèle que ce monsieur, à l'allure modeste, joue parfaitement son rôle de président persécuté par la méchante Russie. Mais à voir de plus près, on constate que ce monsieur fait déjà partie des ultra-riches avec des comptes offshore situés dans des paradis fiscaux comme les îles Vierges britanniques, le Belize, Chypre et les îles Samoa. Aujourd'hui, nous savons de sources sûres que l'Ukraine est parfaitement épaulée par l'OTAN pour les moyens militaires, les armes, les véhicules blindés, etc. La CIA, quant à elle, apporte une logistique humaine et une formation des nouveaux nazis. Voici donc comment le pays a commencé en 2014 à pilonner le Donbass, le Lugansk et Donetsk à l'aide de l'OTAN. C'est là que l'on commence à constater que le président milliardaire joue son rôle induit par l'État profond. Par conséquent, nous voulons demander de sécuriser cet espace aérien, de faire une zone d'exclusion, car du territoire du Biélorusse, des missiles sont tirés des aéronefs d'école pour bombarder. Et je m'étais adressé au président Biden, il me semblait, au Premier ministre Scholz, au président Macron, il me semble. Pourquoi je dis il me semble? Parce que je passe 20 à 30 coups de fil internationaux par jour, tous les jours. L'Ukraine, il faut le savoir, est un pays qui constitue un point névralgique et stratégique pour la plutocratie. En effet, ce pays renferme les intérêts matériels et financiers des personnes les plus riches du monde. La famille Rothschild, George Soros en premier lieu et bien d'autres oligarques. Et dites-moi, nous allons calculer et nous allons attendre le moment où vous pouvez mettre en place cette zone d'exclusion aérienne. Et puis, pour les sanctions, c'est pareil, il y avait la question des délais. J'avais demandé de mettre en place les sanctions avant le début de la guerre. On disait que non, ils ne vont pas attaquer. Ensuite, je vais demander de me communiquer la liste des sanctions. Ce n'était pas fait, mais heureusement, Dieu merci, là, les sanctions sont en place. Et cela marche. Le monde entier le voit. Et j'avais demandé cette aide. Et là, je demande de fermer cet espace aérien. Si vous n'avez pas les forces, l'attitude décisive pour fermer le ciel, donnez-moi des avions alors dans ce cas-là. Donnez-moi des avions. Et quand on me répond pour donner ces avions, il faut que ce soit voté, etc. Où sont ces avions? Nous avons trouvé beaucoup d'avions qui sont neufs, qui sont chers. Ils valent plus cher que la vie humaine. Ce n'est pas grave. Il y a des vieux aéronefs qui datent du temps de l'Union soviétique. Ils sont vieux. Est-ce que vous pouvez nous les donner pour que nous, on puisse
se défendre sur notre territoire, sur le sol ukrainien, non pas sur le sol biélorusse, ni sur le sol russe, mais sur notre sol pour qu'on puisse répliquer et riposter contre les tirs, les tanks, etc. Les groupements, les détachements nationalistes néo-nazis qui comprennent notamment des mercenaires de l'étranger, du Moyen-Orient notamment, se servent des civils comme d'un bouclier humain. Je l'ai déjà dit, il y a des faits, il y a des documents, des photographies qui montrent qu'ils mettent des armes lourdes dans les quartiers résidentiels. Et c'est ainsi qu'ils agissent. Et c'est comme ça qu'agissent les bandits les plus extrêmes. Et au lieu de remplir leur promesse de retirer les armes lourdes, au contraire, ils les placent dans les cours d'immeubles, dans les cours d'écoles, des chars, des canons, des mortiers. Ils ont pris aussi en otage des citoyens étrangers, et notamment des milliers d'étudiants qui faisaient leurs études en Ukraine. Les mamans qui ont envoyé leurs fils, qui ont 18 ou 19 ans. Vous savez, moi j'ai 45 ans. Et ma fille, elle a à peu près cet âge, l'âge de ces soldats. Et c'est affreux. Je ne peux même pas imaginer que ces garçons peuvent être les enfants de quelqu'un comme moi, les enfants des gens de ma génération. Et ils sont arrivés ici. Et je veux que leur mère comprenne ce qui se passe. Je veux que leur mère vienne les récupérer. Et même s'il y a des gars qui sont déjà morts ici, sur notre sol, et il y en a beaucoup, mais je ne voudrais pas qu'on les brûle dans leur incinérateur, qu'on fasse cette crémation et que leur mère ne soit même pas au courant de ce qui leur est arrivé. Car c'est inhumain, car Dieu, il voit tout. Et si toi, tu es envoyé pour tuer les autres, c'est le Dieu qui doit te juger et non pas un incinérateur. Donc si elles veulent, ces mères, nous les accueillons, nous les invitons à venir et à récupérer leurs fils. Ils ont bloqué pendant plus d'une journée à la gare de Kharkov 3170 étrangers. Et une grande partie d'entre eux sont toujours bloqués là-bas. Et c'est pareil aussi dans la ville de Souma, plus de 500. Les nationalistes ont tiré, ouvert le feu sur des étudiants chinois. 2 d'entre eux ont été blessés. Je le répète, des centaines d'étrangers cherchent à quitter la zone des combats. Mais ils sont bloqués. Ils sont pris en otage. Ou alors on leur propose d'évacuer, mais par Lvov vers la Pologne, c'est-à-dire de traverser toute la zone des combats, ce qui est évidemment un risque. Ce que nous faisons, nous défendons notre pays, nous défendons notre peuple. Si je n'étais pas président aujourd'hui, je serais certainement peut-être dans la défense territoriale. Ceci est une nouvelle tête. Je n'ai jamais fait de politique. Je ne suis pas fou, je suis raisonnable, enfin, pour l'instant. Leurs militaires ont amené des incinérateurs pour assurer la crémation de leurs propres soldats, ce qui est affreux, ce qui est horrible. Et je ne peux même pas concevoir comment une personne peut prévoir ce type d'acte. C'est ça les actes de génocide et du nazisme. Nos militaires ont proposé des corridors d'évacuation dans toutes les zones de combat, sans exception, avec un système de transport pour que les étrangers sur place aient la possibilité de se mettre à l'abri. Encore une fois, je le souligne, les nationalistes ne permettent pas de faire cela. Et même, ils disent alors à ces étrangers de s'adresser à leurs services consulaires qui eux-mêmes cherchent à s'adresser au ministère ukrainien des Affaires étrangères. Donc ils sont abandonnés. Il y a pire encore, les néo-nazis font de même avec leur propre population. Et, comme je l'ai dit, ils se servent de la population comme d'un bouclier humain. Et nos militaires constatent des faits, par exemple dans les villes de Donbass, à Severodonetsk par exemple, dans d'autres villes, les nationalistes chassent les habitants des appartements pour, dans les étages inférieurs, y installent, en cassant les fenêtres, des armements lourds, des chars dans les cours d'immeubles, et dans les étages supérieurs, ils installent des mitrailleuses. Seuls les fascistes, les nazis,
se battaient de façon aussi inhumaine vis-à-vis de la population civile. Et peut-être je pourrais agir, mais aujourd'hui je suis président et je suis garant de ce qui se passe dans mon pays et pour mon peuple. Bon, voilà, si je n'étais pas président, je ferais partie des défenses territoriales, peut-être j'apporterais à manger, peut-être je tirerais, défendrais. Et quand les troupes soviétiques, en libérant l'Ukraine, se battaient de cette façon, ils ont rencontré ça. Encore une fois, nos officiers, nos soldats essayent d'éviter ce genre de pertes dans la population civile. Et malheureusement, ils subissent eux-mêmes des pertes. Et notre devoir est de soutenir nos camarades qui se battent pour défendre la sécurité de notre pays, notre peuple, le peuple. À toutes les familles des blessés, et des morts au combat, il y aura des assurances avec des indemnités à hauteur de 7 400 000 roubles, avec des compensations mensuelles à chaque membre de la famille des morts. Mais en plus, il me paraît important d'établir aussi des indemnités supplémentaires pour les militaires et tous les participants aux opérations dépendant d'autres services de l'État qui participent à hauteur de 5 millions de roubles. Je ferai ce qu'on me dirait de faire. Mais quand on me présente des ultimatums, rends les armes et change de camp, là, non, je ne girai jamais comme ça. C'est ça la différence, parce qu'ici, nous sommes chez nous et nous défendons ce qui est à nous. Nous ne prenons rien à personne, ne confisquons rien à personne, donc... Il faut donc le répéter, Vladimir Poutine, dans son allocution que nous avions publiée la semaine dernière, explique très bien que son but est de protéger la population ukrainienne de son régime totalitaire. Il n'est pas du tout en train de conquérir ce pays. Il faut d'ailleurs signaler au passage que les frontières de l'Ukraine n'ont jamais été officiellement entérinées. Bien entendu, l'AFP réfute cette affirmation sous prétexte que la souveraineté de l'Ukraine est internationalement reconnue, y compris par l'ONU et la Russie. Sur sa page, l'AFP explique que c'est une experte des relations internationales qui l'a dit. Vous ne saurez jamais qui est cette experte, mais elle l'a dit. Elle l'a dit. Ils sont trop forts à l'AFP. Il faut les croire, sur parole. Tous les militaires blessés lors des opérations recevront aussi des indemnités, c'est-à-dire une assurance et une indemnité spécifique. Et ceux qui sont par exemple contractuels et qui se trouvent placés inaptes au service militaire recevront une indemnité de 2 900 000 roubles. Et il y aura aussi des indemnités mensuelles. Tout cela est déjà prévu par la loi. De plus, il me paraît important de prévoir des indemnités complémentaires à tous les militaires et autres membres des services qui participent actuellement à cette opération et qui ont été blessés à hauteur de 3 millions de roubles. Encore une fois, je le souligne, aujourd'hui, nos soldats, nos officiers sur le territoire de l'Ukraine se battent pour la Russie, pour la population du Donbass, pour la démilitarisation, la dénazification de l'Ukraine, pour que ce territoire qui depuis 30 ans est transformé en anti-Russie, notamment avec des armes différentes, y compris peut-être nucléaires. Nous devons être fiers de nos forces armées. Nous allons continuer à célébrer la mémoire de nos camarades tombés au combat. Nous ferons tout pour défendre leurs familles, leurs enfants, leur donner une scolarité. Je vous demande de célébrer la mémoire de ceux qui sont tombés au combat au cours de l'opération spéciale en Ukraine. Je vous en prie. Chers camarades, je tiens à dire que l'opération militaire spéciale se déroule strictement conformément au plan fixé. Toutes les missions fixées sont en cours d'accomplissement. Le ministre de la Défense va me faire un rapport maintenant.
Monsieur Sergei Shoigu, à vous. Et quand je vois cet héroïsme comme ce jeune gars, Gadjin Magomedov, originaire de Daghestan, lac de nationalité, et d'autres combattants, j'ai envie de dire, je suis lac moi aussi, je suis daguestanais, je suis tchétchène, je suis ingouche, russe, tatar, russe, morde, ossète. Nous avons plus de 300 groupes ethniques en Russie. Je ne peux pas tous les citer, mais je pense que vous me comprenez. Mais je suis fier du fait que je fais partie de ce monde, de ce pays, de ce peuple multinational de Russie. Et je suis absolument convaincu que les Russes et les Ukrainiens, c'est un seul peuple, malgré le fait qu'une partie des habitants de l'Ukraine ont été intimidés, effrayés par cette propagande néo-nazie. Et d'autres, évidemment, ont suivi consciemment la voie de Bandera et les autres adeptes qui ont combattu pendant la guerre aux côtés d'Hitler. Et le fait que nous combattons aujourd'hui les néo-nazis montre justement le déroulement des opérations. Monsieur Medvedchuk, par exemple, c'est un nationaliste ukrainien qui était écroué durant la campagne électorale. On prend des décisions qui sont inconstitutionnelles et illégales et personne n'y fait attention. À l'intérieur de ce pays, on fait croire qu'il n'y a pas de possibilité légale pour ceux qui veulent construire des relations normales avec la Russie. Ils n'ont pas de chance, ces gens-là, puisqu'ils sont oppressés, écroués, en prison, massacrés dans la rue. Reporters asked me if I thought President Putin was smart. I said, of course he's smart, to which I was greeted